Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Dans cette rubrique des vidéos, je parle de mon portefeuille personnel, je vous ouvre les positions que j'ai actuellement dans mon portefeuille, ceux que j'ai vendus, ceux que j'ai achetés, ceux que je pense globalement sur des lignes que j'ai dans mon portefeuille. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos et n'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et je vous rappelle que des likes, ça me fait énormément plaisir. C'est ma seule rémunération pour le travail que je fais. N'oubliez pas de mettre un tout petit like parce que ça me permet de faire évoluer la chaîne et faire en sorte que notre communauté Mind de Cash grandisse plus vite. Voilà, donc d'ailleurs, j'avais une idée de supprimer cette catégorie de vidéos pour différentes raisons. Une des raisons parce que, bon, la première raison parce que maintenant il y a beaucoup de vidéos, j'essaie de faire un maximum de vidéos pour vous apporter le max de valeur et j'ai malheureusement le temps qui est limité. Donc. Mais par contre, après avoir analysé les statistiques des différentes vidéos, c'est ces vidéos qui vous intéressent le plus. Donc du coup, j'ai décidé quand même de les maintenir, en tout cas pour le moment. Donc là, on va voir comment ça va évoluer. Et la deuxième raison d'ailleurs, c'est que dans la philosophie de la chaîne Mind de Cash, en fait, j'avais une idée de ne pas apporter des réponses, mais plutôt de donner des tuyaux, donner des idées pour que chacun puisse prendre une décision sensée selon les critères qui sont objectifs et valables dans le contexte actuel des marchés. Donc du coup, en fait, j'avais pas comme objectif que quelqu'un regarde ce que je fais et essaie de reproduire la même chose parce que, en fait, c'est pas parce que je veux pas ou parce que je veux pas prendre les responsabilités. Bon là, je veux pas prendre les responsabilités évidemment, mais je les prends même pas. Mais c'est surtout parce que la chaîne elle est plus éducative. Donc en fait, il vous montre quels sont les principes, comment choisir les actions, etc. Parce que moi j'ai mon propre patrimoine, j'ai ma propre vision, j'ai ma propre gestion des risques, j'ai ma propre répartition globale du patrimoine. Et faut voir tout cela dans l'ensemble. Donc du coup, les personnes qui sont dans des différentes situations ne vont pas prendre nécessairement les mêmes solutions. Donc du coup, ce que je fais n'est pas forcément adapté à tous. Donc en fait, ce que je fais, c'est adapté à ma situation personnelle et ce n'est pas nécessairement la vôtre. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu dans le format où je ouvre mes positions parce qu'évidemment, les personnes qui sont inscrites, ils sont intéressés aux analyses que je fais. Et évidemment, ça va les intéresser de ceux que j'achète exactement. Ils vont essayer, bon, je ne sais pas tous, mais certains, certainement, vont essayer de reproduire ce que moi je fais. Et c'est pas forcément le but de mon portefeuille, de la chaîne Mind de Cash, mais quand même, je le partage parce que les idées qui sont derrière que j'essaie de transmettre. En fait, quand vous regardez ces vidéos, essayez de ne pas regarder ce que j'achète exactement, mais surtout pourquoi je les ai achetés à l'époque, je les achète maintenant, et quelles sont mes réflexions sur lesquelles je me base quand j'achète telle ou telle action dans le portefeuille, ou quand je la vends. Voilà, donc au début de cette vidéo, je voulais juste faire un petit tour rapide sur la chaîne, parce que je commençais à publier un petit peu plus d'infos. Je vous rappelle qu'il y aura un séminaire que j'ai déjà communiqué dans pas mal de vidéos. Ça sera un séminaire gratuit destiné aux débutants. J'ai fait un post où vous pouvez mettre des commentaires. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui voient ce post parce que je m'attendais qu'il y aura beaucoup plus de commentaires. Mais déjà les 27, déjà ça me permet de me situer à peu près au niveau des sujets de ce séminaire. Mais donc n'oubliez pas que c'est dans l'onglet discussion, je pense que dans la version française ça s'appelle discussion. Donc il y a un post où vous pouvez mettre les commentaires avec des questions pour ce séminaire. J'ai décidé de faire un séminaire parce que au lieu on va dire des cours directs dans les groupes réduits comme je voulais faire au début, c'est parce que je pourrais pas répondre en fait à toutes les demandes que j'ai reçues. Donc là, j'ai reçu beaucoup de demandes. J'ai décidé de faire un séminaire global où je vais recueillir les questions, les répondre et après je vais passer à une réponse des questions directes. Ça sera peut-être en live ou bon, on verra. On verra dans quel format exactement ça sera. Peut-être que ça sera un premier live que je vais faire sur la chaîne. Donc voilà, donc ça c'est juste, n'oubliez pas qu'il y a cet onglet-là que peut-être vous n'avez pas vu, vous n'avez pas fait attention et n'hésitez pas de mettre les commentaires avec vos questions pour la session des débutants. Attention que ça sera destiné uniquement aux débutants, donc il ne faut pas me poser des questions sur des options, sur des types d'ordre, etc., parce que l'idée de ce séminaire, c'est d'aider quelqu'un qui veut se lancer en bourse, qui soit ne connaît rien, soit passer quelques ordres, en fait, qu'il achète un petit peu au feeling, les actions qui lui plaît selon la marque, selon la perception sa personnelle, mais qui veulent vraiment avoir une espèce de roadmap comment débuter en bourse. En fait, c'est destiné à ça. Il y aura d'autres séminaires, après je vais vous voir
comment ça va se dérouler. Et l'objectif de ces séminaires, c'est effectivement c'est de recueillir les fonds pour faire des dons dans les associations. Donc ça, ce que je disais au début, je pensais de faire des séminaires payants, mais finalement je décidé de les faire gratuits. Je vais voir comment ça va marcher, le principe des dons, et comment les gens sont sensibles à cette approche. Parce qu'en fait, dans les dons, ce que j'aime bien, les ressources qui sont basées sur les donations et pas sur les paiements des abonnements, etc. Parce que il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ça, pour moi, c'est super important, ne pas avoir de conflit d'intérêt avec l'audience. C'est-à-dire que si je vous ouvre quelque chose, genre si je vous donne l'information, j'ai envie de donner le tout. Et pas comme beaucoup d'autres chaînes ou beaucoup d'autres formateurs, on va dire, qui peuvent être très bons, en fait, qui peuvent vous donner de la valeur, mais ils sont naturellement limités parce que s'ils vous donnent tout dès le début, dans ce cas-là, il n'aura plus de chiffre d'affaires. Et c'est un problème. En fait, c'est un problème dans le business model parce que ça fait une certaine défiance entre les communautés et, on va dire, le formateur. Et moi, je veux pas avoir ça. Moi, je veux tester le principe, comment les dons déjà qui sont acquis, parce que je connais pas, je suis pas à la base, je ne suis pas français, même si j'ai une nationalité française. Je ne sais pas comment ce principe de donation accueilli en France, parce que j'ai pas vu beaucoup de chaînes qui se basent sur ce principe. On verra comment ça marche. Pour MyEducash, si ça marche comme ça, tant mieux. Comme ça sera une bonne manière de ne pas avoir de conflit d'intérêt, produire le contenu de qualité et d'être efficace de point de vue communication entre moi et vous. Voilà, donc juste pour cette petite introduction, que n'oubliez pas que sur cette chaîne, sur cet onglet, il y a des infos que je publie que vous avez probablement ne vous avez pas vues. Voilà. Bon, ça y est, je commence maintenant, on passe dans le sujet de cette vidéo. Donc, mon portefeuille. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une vidéo il y a encore longtemps qui a eu énormément de succès, qui a énormément monté la chaîne. Ça m'a beaucoup étonné. En plus, je me suis gouré sur la date de publication, je l'ai publié en pleine nuit. C'était cette vidéo-là que j'ai publiée, je crois que c'était 20 mars ou 25 mars, voilà. C'était en pleine crise de coronavirus, la première chute là. Et j'ai acheté plein d'actions de ce que j'appelle la catégorie A. Donc la catégorie A, je vous rappelle que vous pouvez trouver sur ma page Facebook. Là, j'ai encore rajouté quelques trucs, donc je vais vous montrer ceux que j'ai rajoutés récemment. Donc voilà, ça c'est ma page Facebook. Si jamais ma page Facebook, le lien se trouve dans la description à cette vidéo. La liste complète, il faut que je mette à jour juste ce screenshot, elle est là. Donc j'ai rajouté récemment Match Group, CME Group. CME Group, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un exchange, c'est un marché bourse en fait pour les futurs. C'est une des plus grosses grandes au monde. Match Group, ça c'est le propriétaire de sites de rencontres, notamment Tinder. Et Colgate Palmolive, j'ai rajouté. Et également Accenture. Voilà, ça je pense que c'est tout. L'Oréal aussi, je pense qu'il n'était pas dedans. Donc voilà, je mets de temps en temps cette liste. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir quelles sont les sociétés qui sont dedans. J'ai sorti McDonald's d'ailleurs. Et je pense que je vais sortir Philip Morris, mais je me demande encore s'il mérite la catégorie A. En tout cas, il mérite sur pas mal de critères, mais il est quand même beaucoup plus volatile que les autres catégories A. Voilà. Donc en fait, juste pourquoi je vous dis tout ça, parce que dans cette vidéo, j'ai acheté plein de sociétés qui font partie de cette catégorie A. Pas que des sociétés de cette catégorie, j'ai acheté encore d'autres trucs. Et parce que moi, je m'attendais au rebond technique que nous sommes en train de vivre et que, selon moi, nous sommes en train de terminer. Donc, encore une fois, tous les investissements, je vous répète ça dans toutes les vidéos, doivent être contextualisés par rapport à la situation globale. Donc, c'est le big picture, comme disent les investisseurs, il faut toujours regarder. Donc, et big picture, c'est pas moi qui va vous le dire, c'est vous qui décidez quelle est votre vision. Si vous pensez, par exemple, que l'argent de la Réserve fédérale et de la BCE vont sauver le monde, dans ce cas-là, vous êtes bulle, donc cela veut dire que vous êtes aussi sur la bourse, vous n'allez pas forcément prendre la même chose que moi j'achète. Moi je pense que ça c'était un rebond technique que je m'attendais et qui s'est réalisé, et ce rebond technique dans le cadre d'un marché baissier durablement. Ça c'est ma position. Donc après, je veux pas vous imposer, mais influencer sur votre opinion, mais vous devez analyser ce que je dis. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Contre-argumenter pour vous-même, si mes arguments tiennent la route ou pas? Et dans ce cas-là, après, vous décidez si votre vision globale
est la même que la mienne ou différente, ou peut-être vous êtes plutôt encore un troisième scénario que moi je ne vois pas. Donc, mais par contre, vous devez pour vous comprendre quelle est la situation globale, parce que ça détermine quel type d'action on peut investir, dans quel type, quelle est la, on va dire, pas maturité, mais horizon d'investissement, voilà, je cherche le mot. Voilà, donc voilà, et là maintenant je vous montre ce que moi j'ai aujourd'hui dans le portefeuille. Voilà, donc là je l'ai mis là. Pardon. Donc là j'ai mes actions chez DEGIRO. Donc j'ai deux comptes en fait, Saxo Bank et DEGIRO. Saxo Bank c'est pour les opérations spéculatives. Les opérations spéculatives, je ne communique pas dessus sur cette chaîne parce que je veux pas non plus, encore une fois, que les gens regardent ce que je fais. C'est pas en fait, il y a rien de quelque chose que je veux cacher, mais juste pour vous dire que globalement, je suis short sur pas mal d'actions américaines, typiquement les banques, les pétrolières, les industrielles, etc. Parce que moi, encore une fois, j'ai une vision baissière sur le marché. Et ce que j'ai dans ce portefeuille, ça, c'est mes convictions que même je pense sont des exceptions en fait de cette règle. C'est celles qui vont sortir au mieux. Donc ça veut dire que si je me trompe sur ma position baissière sur le portefeuille spéculatif, dans ce cas-là, ce portefeuille va me tirer vers le haut. Par contre, si la chute commence, dans ce cas-là, les actions que j'ai shortées, c'est des faibles, c'est des maillons faibles, clairement. Et maillons faibles, pardon. Et ces sociétés que j'ai dans mon portefeuille principal, elles vont tenir mieux le coup. Vous voyez, donc je vois toujours, c'est pour ça que je vous dis que chacun a sa structure d'investissement. Donc ce que je fais, c'est pas forcément adapté pour vous. Donc pour moi, c'est deux choses qui se compensent. Donc ça s'appelle le hedging dans le argot financier. Donc quelque part, mon portefeuille spéculatif est le hedge mon portefeuille principal. Voilà, maintenant je vais vous faire un tour de ce que j'ai. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Je pense que ça va être assez bon. Je ne sais pas si ça va être rapide, mais j'aurai le temps pour m'arrêter plus sur ces entreprises. Donc la première à Biomed, ça fait un moment que je l'ai acheté. Bon, ça fait un moment, je l'ai acheté en mars, mais ça a beaucoup monté parce que bon, là, je l'ai acheté quand tout était en train de chuter. Comme c'était dit dans cette vidéo, en fait, si vous voulez. Ensuite, j'ai vendu plein de trucs, déjà, et c'est ce qui me reste. Vous pouvez revenir sur la vidéo de la catégorie portefeuille passif et voir ce que je faisais au fur et à mesure, quand je vendais, voilà. Donc, si vous voulez suivre toute la chaîne. En fait, déjà, les performances, j'ai mis approximativement, donc vous pouvez aller vérifier, me dire que t'as triché sur le truc. Bon, c'est pas le but, c'est juste pour vous montrer que là où je gagne beaucoup, là où je perds, et tout ça, voilà. Donc, Abiomed. Ça, c'est une entreprise américaine, c'est dans le secteur pharmaceutique, healthcare. Et en fait, ils sont des fournisseurs des équipements médicaux ils fournissent les appareils d'insuffisance cardiaque pour les laboratoires médicaux. Donc, je trouve que c'est une entreprise, pourquoi je le garde toujours malgré les performances confortables, c'est parce que ici, il a clairement un avantage concurrentiel parce que les laboratoires médicaux ne vont pas changer leur fournisseur de matériel tous les ans. Déjà ça. Deuxième critère, que les ratios, je pense que je vous ai déjà montré, ils sont juste excellents. Donc j'achète que aujourd'hui dans les marchés comme ça, j'achète que des entreprises avec lesquelles je n'ai pas peur de passer la crise. Quand je dis je n'ai pas peur de passer la crise, je ne dis pas que ces entreprises vont monter contre de la tendance dominante. Je ne dis pas ça. Je dis que ces entreprises, si elles baissent, déjà je pense qu'elles vont baisser moins que les autres, et même si elles baissent, je ne veux pas, ça ne va pas me faire mal au cœur. Je ne veux pas regretter parce que moi je suis confiant de l'avenir de ces entreprises. Donc même s'il y a une forte baisse, ce que je ne pense pas, mais vous voyez, donc c'est une entreprise, on peut dire qu'elle est très chère. Mon PE ratio, je regarde quasiment jamais, 41, ça peut paraître énorme, mais EV ratio, bon, on va pas trop regarder en détail parce que je veux pas que cette vidéo devienne une vidéo d'analyse des entreprises. En fait, elle n'est pas bon marché, c'est sûr, mais vous allez regarder pourquoi je l'ai acheté. Vous voyez déjà, donc la marge de 82%, net profit marge de 23, mais c'est juste des chiffres fous. Folles, plutôt, voilà. Si on parle français, vraiment. Donc, ou en chiffres, en chiffres fous, voilà. Excusez-moi, voilà, je vais apprendre le français un petit peu mieux. Voilà, bon, c'est parti. Donc les marges, grosse marge énorme, la marge nette moins faible, mais il y a encore un potentiel de monter. Donc, puis on regarde les rentabilités, c'est juste de la folie.
C'est juste de la folie. Regardez, sans tenir compte. Par contre, ça je comprends. Non, ça c'est bon. Et en fait, quand vous voyez ces deux ratios proches un à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dette. On le verra tout à l'heure. OK. Baisse des bénéfices par action. D'ailleurs, ça c'est assez étonnant. Je ne sais plus pourquoi. Il faut que je revienne regarder. Voilà. Et donc, dette, regardez, ce petit tiret. Il n'y a pas de dette. Zéro dette pour cette entreprise. Ils n'ont pas besoin d'argent. Voilà, donc ils en ont déjà assez. Donc voilà, avec cette entreprise, je dors tranquille. Donc je sais ce qu'ils font, je sais que de toute façon, c'est pas trop... ce qui est dommage, qu'ils ne paient pas le dividende. Ça m'embête un petit peu. Mais bon. Bon, je les garde. Je ne sais pas combien de temps je vais les garder. Peut-être longtemps, peut-être pas. On verra. Pour l'instant, je ne vends pas. En tout cas, ça, c'est... Vous voyez, parce qu'on est dans la crise sanitaire, donc du coup... le secteur healthcare, il va forcément performer mieux que le marché. Donc c'est normal que, en dehors de la catégorie A, les actions qui ne font pas partie de la catégorie A, c'est des actions de healthcare que j'ai. Donc, parce qu'en fait, pour moi, ça sera des exceptions, en fait, qui vont peut-être faire mieux que le marché, voire aller en contresens du marché. Voilà, deuxième action que je sais que ça va faire beaucoup de buzz, beaucoup de discussions. Donc Gilead, effectivement, ça c'est une entreprise, on entend parler beaucoup. Parce que ça, c'est une biotech. Ils sont déjà super bien placés. C'est pas une biotech folle. Parce que biotech, en fait, il y a deux catégories de biotech. Il y a des biotech comme Gilead, qui ont plein de thunes, qui n'ont pas de dette, qui ont déjà des médicaments qui sont super bien. Et en plus, ils sont positionnés sur des problématiques, vous voyez, de sida, des choses comme ça. Et maintenant, évidemment, ils font une recherche de médicaments, pas de vaccins, mais du médicament contre le coronavirus. Et a priori, c'est une société... Bon, a priori... apparemment, c'est une société qui est choisie par l'État américain, on va dire, pour le pousser, parce que Donald Trump, il veut que c'est les États-Unis qui trouvent une remède contre le coronavirus. Pour lui, pour sa politique, c'est important. Et clairement, Gilead, il est clairement choisi comme un candidat pour le faire. Donc du coup, cette entreprise, il y a beaucoup de buzz autour de cette entreprise. Donc je l'ai acheté peut-être pas au bon moment, je sais pas. Mais par contre, encore une fois, quelle est ma logique derrière? C'est sûr qu'elle n'est pas au plus bas. Mais en fait, c'est une entreprise que si maintenant elle trouve un médicament et elle s'envole, je ne veux pas me pardonner ça. Et je préfère d'être dans la situation, si elle baisse, s'il ne trouve pas ou si quelque chose va mal pour cette entreprise, avec cette qualité de l'entreprise, je préfère d'assumer les baisses que de me retrouver comme un con quand l'entreprise s'est envolée et je ne l'ai pas acheté. Donc pour cette entreprise, la deuxième situation me ferait plus mal au cœur. Vous voyez la logique? Donc c'est un petit peu comme je vais vous raconter mon histoire d'amour avec l'Amazon, parce que chaque fois je veux l'acheter, mais je trouve qu'il est cher, tout le temps je trouve qu'il est cher, j'attends une opportunité, et ça fait depuis 2009 que je l'attends. Vous écoutez, depuis 2009, j'attends une opportunité sur Amazon. Et à chaque fois, je regarde le train, bye-bye, partir sans moi. Donc je l'ai vu à $500, après je l'ai vu à $1000. Je trouvais ça super cher, mais donc je dis non, mais ça devrait venir. Après, chaque fois, il explose, et il est parti loin. Donc je ne veux pas me retrouver dans cette situation avec certaines valeurs. Notamment, j'ai mis dans mon portefeuille Google, exactement pour cette raison. Parce qu'elle a baissé à un moment donné. Bon, je l'ai pris pendant cette crise encore... Et je suis content. Même s'il baisse, je ne sais pas, même s'il sera moins vent, ce que je ne pense pas, mais je vais juste me renforcer dessus. Moi, je ne vois pas de problème avec ce genre d'entreprise. Mais par contre, je ne veux pas me retrouver comme un con sans cette entreprise dans le portefeuille si jamais les marchés vont dans le sens inverse à ce que je pense. Donc voilà, c'est ça ma logique. C'est juste pour comprendre pourquoi j'achète exactement ces entreprises et pas les autres. Voilà. Donc Gilead, voilà, donc là j'ai pas terminé sur les biotech, je vous ai dit qu'il y a deux catégories, la première c'est comme Gilead, et deuxième catégorie c'est vraiment des biotech qui sont au tout début, ils ont plein de dettes, ils ont pas de cash flow, ils ont souvent pas de chiffre d'affaires même. Et en fait, ça c'est un pari un petit peu venture capital, où vous investissez dans un rêve qu'ils réussissent. Typiquement, par exemple, une société que j'ai investie il y a longtemps, mais déjà vous connaissez peut-être, c'est Carmat, en fait, ceux qui font le cœur artificiel. Ils font des implantations de cœur artificiel, souvent, mais c'est quand même une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Donc ça, c'est une autre catégorie, c'est un autre risque, une autre catégorie. Donc quand vous investissez dans les biotech, il faut toujours comprendre qu'il y en a deux types de biotech.
qui sont déjà stables et qui sont déjà grosses, parce que ça, c'est 80 milliards de capitalisation boursière, Gilead. Donc, c'est quand même du lourd. Hein. Et si on regarde les fondamentaux, c'est quand même excellent. C'est bon. On l'a déjà vu, en fait, Gilead dans un FAQ, dans les réponses aux questions, il y a quelques semaines. Je me souviens exactement de cette analyse que j'ai faite. Donc, elle paye le dividende. PE ratio, elle est moins que Abiomed. Mais Abiomed, en fait, il y a très peu de risques pour ce business. En fait, c'est pour ça qu'il est valorisé comme ça. Il va rester cher, en fait, Abiomed. Elle va pas baisser avec tout le monde. Donc 19 PE, c'est normal, c'est pas mal. C'est pas... Vous voyez, grosse margin, presque comme Abiomed. Et net profit encore plus. Donc, c'est vraiment une entreprise des performances opérationnelles énormes. Donc, c'est juste énorme ce qu'ils font, quoi. Donc, voilà, et héroïque, il n'y a pas de dette encore, vous voyez. Donc, 10. Ah non, ici, il est un petit peu, apparemment. Donc voilà, donc je pense qu'ils se sont dotés il n'y a pas longtemps. Ah non, dette, il est à 100% quand même. C'est pour ça que... Voilà, il y a 2 fois, vous voyez. Donc là, la différence ici entre 24 et 10, parce que ce ratio, il tient compte de la dette, celui-ci ne tient pas. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a une dette. Mais bon, c'est une entreprise qui a quand même il y a quand même de savoir-faire, elle a quand même des licences, elle a quand même, il gagne beaucoup d'argent et surtout il a des marges quand même phénoménales. Donc moi je préfère l'avoir que ne pas l'avoir. Et en fait au niveau des cours, après je ne veux pas regarder l'image technique de ça comme je fais d'habitude, mais parce que c'est pas le but de cette vidéo. Pardon, X. J'ai oublié déjà comment faire ici parce que je le fais rarement. Si je regarde sur 5 ans, vous voyez, parce qu'il est loin de ses plus hauts quand même. Parce que s'il trouve le médicament contre le corona, il n'y a rien qui l'empêche d'aller voir les niveaux les plus hauts historiques. Je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas genre 100, 117. Et plus évidemment, pourquoi pas plus. Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas des entreprises bon marché. Hein. Il ne faut pas rêver. En fait, si l'entreprise, en fait, le marché est logique. Le marché est liquide, il est logique. Donc, ils vont pas vous laisser acheter Mastercard à 30 $. Hein. Donc, c'est pas... Malheureusement, bon, parfois la fenêtre des opportunités s'ouvre sur le marché. Parfois, mais il faut vraiment... Quand il s'ouvre, généralement, beaucoup de gens sont déjà à moins 50% sur leur compte. Donc... En fait, l'art, on va dire, d'investissement, de se retrouver à ce moment-là avec du cash. Encore mieux avec des shorts si vous êtes trader. Mais voilà. Pour acheter ce genre d'entreprise quand la fenêtre des opportunités s'ouvre. Voilà, donc maintenant je parlais déjà de Google, j'ai rien à dire en fait, j'ai rien à rajouter. Je vais le garder, je pense que je vais le garder toujours honnêtement. Le temps qu'il est monopoliste quasiment sur ce marché, je vois pas pourquoi je le vendrais honnêtement. Donc désolé, je vais juste me boire un coup, comme ça, c'est fait. Cisco Systems, ça c'est les données, en fait, ça c'est l'exposition sur la croissance de consommation des données mobiles, tout ça. Donc ça c'est les trucs qui sont... Et en plus, c'est une société que j'adore de point de vue relation avec des investisseurs. Je suis persuadé, c'est une entreprise bon, relativement jeune, début des années 2000, mais ça sera en futur aristocrate des dividendes. Parce que là, il augmente tout le temps les dividendes, parce que si vous avez investi, bon, il y en a beaucoup qui sont comme ça, si vous investissez dans les années 2000 dans cette entreprise, vous serez déjà riche. Donc, ils ont une politique de dividendes super avantageuse. En fait, ils ont une structure financière très conservative. Donc, moi, je l'ai acheté et je reste toujours buy, en fait. Donc, vous voyez, donc là, je pense que toujours, Cisco, c'est une opportunité, franchement. Parce que en fait, elle peut baisser. En fait, là, elle est un petit peu plus sensible qu'Alphabet, Google, mais ça sera rigolo s'il baisse. C'est clair que ça sera du temporaire parce que ça, c'est vraiment leader mondial de tous les systèmes de réseau et tout ça. Donc, c'est un secteur booming. Après, Citrix, évidemment, j'ai eu de la chance. Je l'ai acheté le 5 au début mars, au plus bas à 100 $. Je pense que quand vous regardez aujourd'hui Citrix, ça va vous faire rêver. Mais c'est un coup de chance. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'était une fenêtre d'opportunité. Peut-être que les gens n'ont pas réagi tout de suite parce que c'était tout. On commençait à parler du confinement à l'époque. Voilà, moi je l'ai acheté. C'était quand là? Je l'ai acheté, je crois qu'ici quelque part. Ouais, je ne sais plus combien j'ai acheté, mais quelque part par là. Donc là, quand je l'ai vu comme ça, là, j'ai dit, mais bon, Citrix. On va dire, moi je travaillais dans beaucoup d'entreprises financières, des grosses structures, des banques, des funds, des trading de commo et tout ça. Mais
chaque fois, toutes les connexions à distance, c'était Citrix. Donc ils sont leaders incontestables dans le monde corporate, grand corporate riche, on va dire. Donc clairement, ça, c'était leur position. Je sais qu'il y a des zooms, machin, mais ça, c'est plus pour des trucs particuliers. Et Citrix, c'est pour les gros clients. Donc, voilà, maintenant, c'est des choses qui sont un petit peu peut-être... Je parlais d'abord pour Rocheholding, parce que ça rejoint à peu près plus la logique de 60%. Ne soyez pas étonnés, parce que ça fait un moment que je l'ai. Ah, je me suis trompé de date, en fait. C'était 2018, je crois. Pardon. Je crois que c'était 18. Ouais, je l'ai acheté. Voilà, donc c'était il y a longtemps que je l'ai acheté. Donc, entreprise excellente. En fait, moi, je l'ai trouvé par les... Vous savez, avec des ratios que je vous montre dans toutes les vidéos, en fait. C'est le ratio rentabilité, etc. Parce qu'il m'a paru super sous-évalué par rapport à sa rentabilité. C'était une des pharma les plus rentables en Europe. Après, je bénéficiais aussi quand même d'appréciation de franc suisse, parce que quand j'ai acheté, le franc suisse, il était à 1 contre l'euro à 1,18, un truc comme ça. Donc, donc c'était effectivement un moment propice pour investir dans cette valeur de qualité suisse. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste comment investir. Par exemple, Sanofi, j'aime pas, pour de diverses raisons. Déjà leurs produits, j'aime pas, et après leur philosophie, je suis pas fan. Et après, voilà, donc... mais c'est le même, c'est les concurrents, on va dire. Parce qu'en fait, Sanofi n'est pas rentable, mais par contre, les concurrents type Merck, allemand, et Pfizer, je crois qu'ils sont un peu plus rentables. Pfizer, peut-être pas forcément, mais Merck, ils sont pas mal. En fait, je me souviens que j'hésitais entre Merck et Roche à l'époque. Voilà, mais je suis content de mon choix. Maintenant, les choses qui sont peut-être un petit peu plus étonnantes, c'est IBM. Pourquoi j'ai acheté du IBM en ce moment? Parce que pour beaucoup... En fait, j'ai une vidéo à part sur l'IBM. Vous pouvez regarder dans cette catégorie portefeuille. Quand je l'ai acheté, j'ai fait une grande vidéo d'analyse d'IBM. Je l'ai acheté parce que je crois l'intelligence artificielle, en fait, sur ce secteur. Et ça, vous savez, c'est d'un plus gros déteneur des brevets aux États-Unis. C'est impressionnant. Quand j'ai appris ça, j'étais halluciné. Genre que c'est IBM, parce qu'on a quand même dans la tête que c'est un truc vieille techno. Mais là, c'est une société qui est en train de se transformer. Parce qu'en fait, il était positionné sur le cloud, ils sont successful sur le cloud, je pense qu'ils sont 3e au monde après Amazon et Microsoft. Puis ils étaient sur le service d'entreprise, ils ont pas mal de produits dans le business service. Maintenant, ils sont en train de se transformer, ils se positionner sur le marché qui est très porteur et très peu connu, en fait, c'est l'intelligence artificielle et les supercalculateurs. Et ça, c'est un truc que je kiffe, en fait, mais j'aime bien cette entreprise, j'y crois. Qu'est-ce que je foutu si j'ai pas 33% dessus? Je suis en perte dessus. Je suis désolé parce que j'ai fait ce tableau, je l'ai fait il y a pas longtemps. Peut-être je vais même pas communiquer les performances parce que ça me... Ouais, je vois pas trop l'intérêt de le dire, parce que bon, comme ça, pour éviter... En fait, ce que je veux pas avoir dans cette vidéo, c'est des discussions genre, ah, t'as gagné, combien t'as gagné, combien t'as perdu. On s'en fout, en fait, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. Ce qui importe ici, c'est peut-être la répartition dans mon portefeuille, à combien je suis exposé sur telle ou telle valeur. Mais ma performance absolue, moi, ça ne regarde que moi, et de toute façon, bon... l'important, c'est que c'est vraiment la raison pourquoi je l'ai dans le portefeuille toujours. Donc, voilà. Donc IBM, par contre, ici, je ne suis pas certain que je vais la garder tout le temps. Pour une seule simple raison que c'est une entreprise ils sont en transformation, mais la transformation n'est toujours en cours. Donc c'est pas encore gagné. Et moi, elle peut baisser avec les marchés. Donc je pense que s'il y a une opportunité de la revendre et acheter moins cher, je le ferai. Voilà, donc ça, je pense que je serai un peu plus spéculatif sur cette ligne. Et dernière ligne qui bouge pas, c'est Uber. Je suis à moins 23% en quelques. Donc là, vous le connaissez parfaitement. Ça, c'est vraiment... J'ai acheté en rêve. En fait, c'est une entreprise qui perd de l'argent. C'est un petit peu l'entreprise à la mode. Pourquoi je y crois? Parce que je pense qu'ils ont toutes les chances de devenir un Amazon de services, que j'appelle en fait, parce qu'ils ont mis en place un framework sur lequel on peut embarquer tout un tas de services et faire engager les particuliers pour faire tourner ce modèle. Il y a un très bon indicateur que cette entreprise possède un avantage concurrentiel. Pour moi, c'est ça vraiment le truc le plus important pour Uber. C'est que sur Uber Eats, il y a 1 an ou 1 an et demi, Amazon qui voulait se lancer.
ils se sont cassés les dents à cause de Uber Eats. En fait, cela veut dire que Jeff Bezos, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc, du coup, quand il a vu qu'il avait un avantage concurrentiel chez Uber, et même lui, avec tout son cash, il a considéré que ça ne sert à rien de combattre contre cet avantage concurrentiel. Donc, du coup, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans Uber. Pour moi, en tout cas. Donc, cela veut dire que c'est pas juste du bullshit, en fait, qu'ils vendent. Effectivement, ils ont beaucoup de difficultés à s'implanter dans certains pays parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a plus ou moins de protection des salariés, etc. etc. Donc, en fait, le déploiement de leur business model passe difficilement dans beaucoup de pays. Mais cette entreprise qui se développe, qui croît, qui fait quand même son travail. Donc, et si les entreprises comme Amazon se cassent les dents, pour moi, c'est quand même un indicateur que peut être présent. Est-ce que je suis à long terme? Je suis à hyper long terme. Franchement, je pense que 10 ans, 20 ans, je sais pas ce qui va se passer. Je suis prêt à perdre toute la ligne. Ce ne sera pas une catastrophe pour moi. Mais je pense que si ça devient un jour un prochain Amazon, je serai super content. Voilà, donc à la fin de cette vidéo, toutes les actions que j'ai mentionnées dans cette vidéo, j'ai déjà vendu, tout le reste. Donc les Starbucks, les Total, Thales, Coca, tout ça, j'ai déjà vendu. Il y a eu des pertes, il n'y en avait pas, presque pas, mais il y a eu des gains plus ou moins importants. Dans tous les cas, j'ai profité de ce rebond technique, j'étais super content. Maintenant, tout est presque vendu. Je garde mon trésor de guerre pour affronter la crise que je pense qu'on va quand même vivre. Peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, je suis confortable avec ces lignes dans le portefeuille. Voilà, bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai pris du risque? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable ce portefeuille dans le contexte actuel? Dans tous les cas, je vous souhaite tout le meilleur. Mind de cash, à bientôt. Partagez cette vidéo d'ailleurs si ça vous a plu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.